Quelle est la situation des marchés? Voici notre sujet aujourd'hui. On est en avril et on va faire une petite vidéo ensemble, une petite séance pour regarder les conditions de marché global à travers le monde pour commencer ce deuxième trimestre de l'année 2026. Alors aujourd'hui, sur cette session, on va regarder ensemble sur l'épisode où est-ce qu'on en est avec les marchés. Donc un petit épisode, 15 minutes, pour vraiment comprendre les conditions globales du marché. On vient de finir le premier trimestre de l'année 2026, un trimestre qui a été mouvementé, beaucoup de corrections sur différents actifs, côté géopolitique, beaucoup d'agitation aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est un petit retour, un petit moment pour aller voir différents actifs ensemble, autant crypto que des actifs qui ne sont pas dans la crypto, pour faire un petit retour sur qu'est-ce qui s'est passé pour le premier trimestre de l'année 2026 et qu'est-ce qu'on devrait surveiller pour le deuxième trimestre qui vient tout juste de commencer. Alors, je vous invite à regarder mon graphique et bien sûr, sur l'écran, on va commencer avec notre fameux Bitcoin. On va le comprendre en premier. Donc, on a Bitcoin justement qui a vraiment bien stagné pendant les derniers mois. Si on regarde, on va aller sur une journée ici pour vraiment pouvoir regarder les 90 derniers jours. On va regarder du 1er janvier au 1er avril. Au 1er avril, juste ici. Donc, voici la situation qu'on a eue depuis le 1er janvier. Donc, on a eu vraiment un marché qui a corrigé. On est venu chercher des niveaux beaucoup plus bas, des niveaux beaucoup plus intéressants. On sait qu'on avait justement un niveau de DZA, un niveau d'accumulation particulièrement intéressant qui commençait dans les zones des 63 à 64 000 en moyenne, avec des niveaux un petit peu plus profonds aussi, potentiel, mais vraiment le niveau de 60 à 66, donc comme je dis en moyenne 63 64, qui était un premier niveau très, très pertinent. Et on voit justement qu'on a bien travaillé dedans. Une fois qu'on est venu chercher le niveau, on a quand même travaillé à l'intérieur de ces niveaux-là tout le mois de février puis tout le mois de mars. Là, on est en début avril et on est encore en train de travailler dans ces niveaux-là. Donc, on a vraiment une zone ici qui est assez intéressante. Par exemple, il faut se dire la vérité, ça ressemble un peu plus à une zone de distribution qu'à une zone d'accumulation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Bien qu'on pourrait, bien sûr, revenir travailler plus bas. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on voit ensemble aujourd'hui sur n'importe quelle vidéo ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. On voit vraiment qu'on peut revenir travailler dans ces niveaux-là. Mais on sent aussi cet essoufflement. On essaye d'aller chercher des niveaux plus hauts. Les acheteurs ne sont pas nécessairement présents. On a des niveaux de vente plus importants. Présentement, on a quand même globalement dans ce niveau-là de 59 000 à 70 72 000. On est quand même dans un niveau où on a un certain consensus. Quand je parle d'un consensus, c'est vraiment un niveau où on voit autant les acheteurs que les vendeurs qui trouvent un prix qui leur correspond. Et si on regarde justement donc sur ce mouvement-là d'ici à ici, cette moyenne de prix est actuellement autour des 67 000 et des poussières. Bien sûr, moi, je suis toujours en dollars américains, donc 67 000 et quelques US. Et on voit vraiment que le consensus présentement, il est autour de ce 67 000-là. On a autant d'acheteurs que de vendeurs. Si on vient regarder un petit peu nos volumes ensemble, on voit bien, vous voyez, on voit bien ici ces niveaux-là. Donc, un beau niveau ici d'acheteurs. On voit bien les volumes qui augmentent un petit peu justement, donc de 66 à 70 000. Donc, encore une fois, vraiment dans ces niveaux-là. On a vraiment une moyenne intéressante ici. Un consensus, en fait. On a un consensus entre les acheteurs et les vendeurs où on a autant de vendeurs qui sont prêts à se débarrasser de leur actif ici que d'acheteurs qui sont prêts à accumuler l'actif. Alors, même si on a l'air d'avoir une zone intéressante, justement, de consolidation, une zone de consensus où tout le monde y trouve son compte, autant les acheteurs que les vendeurs, on voit quand même, par exemple, qu'il y a une certaine pression. Il y a un petit essoufflement des acheteurs. Les acheteurs, ils essayent de pousser le prix plus haut. Les vendeurs ne veulent pas nécessairement. On voit un petit peu que malgré ce consensus, on a l'impression d'avoir quand même un peu plus un essoufflement de la part des acheteurs. Donc, les vendeurs qui ont l'air d'être un peu plus présents. Et donc, on a quand même un schéma qui ressemble un peu plus à un schéma de distribution, même si pour les 2 derniers mois, le consensus est là. Et c'est quand même intéressant de voir justement ce schéma de distribution prendre forme parce que si jamais on se fait repousser ou si jamais on essaye d'aller encore plus haut puis que ça fait un petit peu comme ça ici ou ça ici justement pour les
3 prochains mois à venir, on essaie d'aller plus haut, puis on n'est pas capable. Tout ce que ça fait, c'est bâtir de plus en plus de liquidités là et là. Et donc, éventuellement, ça peut juste donner des encore plus beaux niveaux ici, pour ceux qui ne sont pas déjà là, ou même, on pourrait le voir descendre à des niveaux plus importants, comme le 52-53 000. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas monter, ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite descendre non plus. Il y a des niveaux de liquidité importants qui n'ont pas été saisis. Il y a les niveaux ici des 76-77, il y a les niveaux des 80-80, il y a les niveaux des 86-87. Donc, il y a des niveaux importants qui pourraient faire en sorte que, oui, le marché remonte plus haut, mais c'est sûr que s'il remonte plus haut, puis qu'on voit justement qu'il pousse, puis il y a de la misère, puis il pousse, puis il y a de la misère, exactement comme on a vu ici, n'est-ce pas? Il pousse, puis il y a de la misère, puis il pousse, puis il y a de la misère. Là, on le verrait pousser, puis il y a de la misère, puis pousser, puis il y a de la misère. Tout ce qu'il fait, c'est s'essouffler et bâtir de plus en plus de liquidité en dessous. Et généralement, quand ça arrive, oui, on peut aller chercher donc des niveaux plus hauts, mais plus l'essoufflement est important, plus après on a des grosses corrections pour revenir travailler dans les niveaux qu'il aurait dû aller chercher, mais qui n'est pas allé chercher. Un peu comme on a vu ici, regardez, ça c'est un exemple génial. On avait ce beau niveau-là. Qu'est-ce qu'il a fait? On est venu réagir un petit peu. On a essayé d'aller plus haut, on n'est pas capable. On essaie d'aller plus haut, on n'est pas capable. On essaie d'aller plus haut, on n'est pas capable. On essaie d'aller plus haut, on n'est pas capable. Vous voyez? Schéma de distribution, très clair, boum, belle correction. Ça ne veut pas dire que ça va être exactement comme ça, mais c'était pour vous montrer un exemple de ce que je suis en train de parler. On pourrait pousser plus haut. Ici, ça n'a pas poussé très haut en fait. Il aurait pu pousser plus haut. Il aurait pu pousser beaucoup plus haut avant de faire le mouvement. Sauf que là, il y avait une réelle pression de vente vu qu'on avait atteint des niveaux super élevés. Quand on est arrivé dans les 115, 120 000 US, c'était complètement ridicule. D'ailleurs, sur les lives dans l'académie avec les étudiants dans la communauté privée, en août et en juillet déjà, on le disait que les prix étaient hyper hauts. On disait, littéralement, on a utilisé le terme que c'était dégueulasse à quel point c'était haut au mois de juillet puis en août parce qu'il n'y a pas de boule de cristal, sauf que le marché, il nous montre quand même certaines informations. Il nous le montre, l'information, il nous le dit. À un moment, c'est d'être capable de lire ça, de comprendre ça, de se déconnecter du côté sentimental, émotionnel, puis d'accepter le fait que c'est particulièrement haut en train d'essouffler ou c'est particulièrement bas en train d'accumuler. Ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, moi, je suis très confiant ici. J'ai pas de problème avec ça. On a eu un premier niveau assez intéressant pour accumuler. Comme j'ai dit, on pourrait aller plus haut avant de corriger ou directement corriger. Idéalement, si on va plus haut, tant mieux, parce que ça pourrait nous faire des beaux shorts pour ceux qui font du trading et pas juste investir. Mais sinon, moi, c'est ce que j'attends. Comme je dis, je ne serais pas nécessairement étonné qu'il aille un peu plus haut avant de corriger. Comme je dis, moi, en plus, je trade, alors j'aimerais ça aussi s'il va plus haut avant de corriger. Mais sinon, on pourrait avoir des niveaux intéressants à venir revisiter ici, puis même des niveaux de liquidité très pertinents dans les de 50 000 à 57 000, donc en moyenne à 53, 54. C'est très, très, très pertinent ces niveaux-là. Donc, on va voir ce que ça donne pendant le deuxième trimestre de cette année 2026, n'est-ce pas? Ethereum, un peu la même chose. Ethereum, à la fin de la journée, extrêmement corrélé à Bitcoin. Bitcoin, c'est le GPS de la crypto. Donc, naturellement, si Bitcoin fait ce genre de mouvement-là puis monte avant d'aller plus bas, on pourrait potentiellement avoir un Ethereum qui, lui aussi, vient travailler plus bas. Ethereum, contrairement à BTC, BTC, j'ai déjà un niveau de DZA qui m'intéressait d'accumulation. Ethereum, j'en ai pas encore. Celui qui m'intéresse, c'est vraiment les niveaux ici, là, de 1500, 1600 et quelques. Encore une fois, je suis toujours en dollars américains, peu importe quel actif je regarde, crypto ou peu importe quoi d'autre. Donc, je parle bien de 1600 environ US. Je ne veux pas trop prendre de temps sur Ethereum parce que justement, c'est déjà un actif qui est extrêmement corrélé à Bitcoin. Donc, une petite astuce quand vous tradez ou vous investissez dans des altcoins, oui, il y a des recherches à faire. On ne veut pas rentrer dans n'importe quel altcoin, mais même une fois qu'on a fait nos recherches pour s'assurer que c'est un projet qui nous intéresse vraiment et qui a du potentiel, il ne faut pas oublier que malheureusement, même s'il y a des niveaux intéressants, si Bitcoin descend plus bas, c'est le GPS. Bitcoin, c'est la crypto-mère, donc naturellement, ça pourrait descendre encore plus bas. Le marché pourrait descendre encore plus bas. Les autres crypto pourraient descendre encore plus bas, même si potentiellement ils étaient déjà à des niveaux intéressants. Comme je dis, Ethereum n'a pas nécessairement frappé à un niveau que moi, je trouve particulièrement intéressant. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, tout peut toujours arriver et tout va toujours arriver. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, personnellement, ça n'a pas encore touché des niveaux particulièrement intéressants. Mais des fois, il y a d'autres projets crypto, même maintenant, si vous allez regarder, des projets qui sont intéressants, qui sont à des prix vraiment bas. Et ça peut avoir l'air pertinent d'en accumuler de cet actif-là. Mais le challenge, par exemple, c'est que si Bitcoin va plus bas, même si ces cryptos-là étaient à un bon prix, puis c'est vrai, ils vont aller encore plus bas potentiellement. Si jamais ils ne vont pas plus bas ou ils ne bougent pas beaucoup, ça peut être un très bon signe parce que ça veut dire que malgré le fait que Bitcoin va plus bas, ils ne descendent plus vraiment. Ce qui peut nous montrer qu'il n'y a vraiment pas beaucoup, voire quasiment pas de vendeurs. Ce qui est un bon signe. Un altcoin qui ne descend pas alors que Bitcoin descend montre qu'il a atteint des niveaux vraiment particulièrement forts et bons.
Mais encore une fois, c'est quand même assez rare que ça arrive où il faut vraiment que certains altcoins soient très, très, très bas. Donc, voilà. Toujours garder en tête que Bitcoin, c'est la cryptomère, c'est le GPS. La corrélation des autres crypto-monnaies vers Bitcoin est extrêmement élevée. Donc, si Bitcoin continue à corriger, même s'il y a des beaux prix sur d'autres projets crypto, ces projets crypto risquent de corriger et de descendre aussi. Voilà pour Ethereum. C'est pour ça que je prends un petit moment pour l'expliquer parce que vous voulez garder ça en tête, cette corrélation-là. Parce que Ethereum, comme les autres projets crypto, très corrélé à Bitcoin. Donc, il faut faire attention et prendre le temps de aussi regarder Bitcoin pour mieux comprendre la dynamique du secteur crypto en général. Ensuite, on a d'autres actifs qui sont en train de manger dans les dents. On a notre SP500 qui a bien corrigé. Si on vient regarder depuis janvier 2026, de janvier 2026, je me pensais en 2025 pendant un instant. Depuis janvier 2026, on a des belles corrections qui ont commencé aussi. Donc, on va retourner ici. 1er janvier, on le voit très bien ici. On le voit très bien, l'essoufflement. Regardez, on essaie d'aller plus haut, on n'est pas capable. Les vendeurs dominent. On essaye d'aller plus haut, on n'est pas capable. On essaye d'aller plus haut, on n'est pas capable. Donc, on voit qu'on était déjà sur des prix vraiment élevés. On va se dire la vérité, là. SP500, il était particulièrement élevé, le prix. Oui, c'est sûr que la situation avec Trump et la géopolitique et qu'est-ce qui se passe, c'est un élément déclencheur. Mais les gens souvent oublient que malgré cet élément déclencheur, on n'aurait pas eu une correction aussi importante si les prix n'étaient pas déjà surévalués. Donc, ça fait un bout que les prix sont trop hauts, là. Ça fait un bout que les prix sont surévalués sur plein d'actifs différents, pas juste la crypto. Alors là, quand on mixe des actifs beaucoup trop chers, mélangés avec qu'est-ce qui se passe côté géopolitique, là, tu as une bombe. Là, tu as un cocktail Molotov. Puis c'est pour ça qu'on a ce genre de réaction-là ensuite avec des baisses assez violentes comme on a vu sur Bitcoin, sur Ethereum, sur le SP500. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SP500, c'est littéralement l'indice des 500 plus grandes compagnies des États-Unis. C'est souvent vu comme étant le marché. Donc, il y a beaucoup de gens qui font juste investir passivement tous les mois, ils mettent une somme dans le SP500 pour être exposé au marché. Encore une fois, je mets bien entre guillemets le marché. J'ai fait une vidéo dernièrement sur le SP500, la semaine passée ou la semaine d'avant, puis un peu des fausses croyances que les gens ont par rapport au SP500. Donc, je vous invite à aller la voir. C'est pour ça que je dis le marché entre parenthèses. Mais c'est pas juste d'une situation géopolitique. La situation géopolitique et ce qui se passe dans le monde, ça a été un élément déclencheur. Ça a été du gaz pour enclencher quelque chose qui était déjà en œuvre parce que les prix étaient déjà beaucoup trop hauts. Donc, ça a été l'élément déclencheur. Puis les deux ensemble, mais ça donne ce qu'on voit maintenant. Belle correction, vous voyez, du 1er janvier jusqu'au 1er avril. Regardez, ça vient de recommencer à monter là, fin mars. Ça vient de recommencer à monter fin mars un petit peu. Puis encore, cette montée-là, ça ne veut pas dire que ça va repartir. C'est en train de revenir chercher des niveaux de liquidité, mais il y a une grande pression de vente. Puis il y a des niveaux très importants. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. J'aimerais ça avoir une boule de cristal. J'en ai pas. Il vient quand même de frapper un niveau important, par exemple. On ne peut pas nier 6300 et quelques. Encore une fois, dollars américains, c'était des niveaux importants. Donc, je ne peux pas nier. C'était quand même un niveau important qu'il est venu frapper. Alors, ce n'est pas nécessairement pour rien qu'il vient de réagir un petit peu. Il vient de réagir un petit peu aussi parce qu'il y avait des niveaux importants ici. Cependant, malgré ce niveau important, il y a d'autres niveaux vraiment importants plus bas. Les 6000 et quelques, juste ça c'est un méga niveau. Est-ce qu'on peut voir une correction dans la situation actuelle de 14-15%? 14% sur un actif comme le SP500? Absolument. Ce n'est pas la première fois qu'on aurait eu ça. Regardez juste ici, juste cette correction-là qu'on a eue il y a 6 mois. C'était en 2025 ou 2024, laissez-moi voir. Ouais, c'était en février 2025. Donc, ça fait un an. Juste là, on a eu 21% de correction. Est-ce qu'on peut avoir un 15% de correction et revenir travailler sur des niveaux-là ou même plus bas? Absolument, mais moi, le SP500, ce n'est pas un actif que je trade vraiment ou que j'investis dedans. Ce n'est pas un indice dans lequel je rentre vraiment, mais je le suis quand même puis je mets les niveaux parce que je trouve ça pertinent de le comprendre. Donc, il y a quand même des niveaux plus bas qui sont assez intéressants. NAS 100, même chose. Nasdaq, donc le US 30, même chose. Après, le German 40, Ger 40 en Allemagne, c'est pas la forme non plus. CAC 40 en France, c'est vraiment pas la forme. Vraiment pas. Il y a un très gros essoufflement. C'est vraiment pas génial. Il y a des niveaux importants plus bas. Le CAC 40, moi, je pense qu'il pourrait vraiment se casser la gueule, à moins qu'on ait des situations politiques avec la France, puis peut-être commencer à parler un peu de travailler plus avec la Russie, la Chine. Est-ce que ces situations économiques-là pourraient être bonnes pour le CAC 40? Ça, oui. Mais sinon, il sent pas bien. Il n'est pas beau, le CAC 40. Moi, en tout cas, je ne jouerais pas trop là-dessus. Même pas pour long, même pas pour short. Je ferais juste le regarder de loin. Moi, quand ça devient trop volatile, puis c'est ironique parce que j'aime le Bitcoin et l'Ethereum, mais je veux dire, quand c'est vraiment l'actif, fondamentalement, ça devient un peu trop le bordel, là.
je préfère le regarder que commencer à aller jouer là-dedans. Après, un qui est intriguant, là, c'est le Nikkei. Hein? Donc, le Nikkei, l'indice des grandes compagnies japonaises, il vient de toucher un niveau assez intéressant. Lui aussi, par exemple, un peu comme le SP500, il y a des niveaux importants plus bas. Puis on sait que le Japon aussi, économiquement, c'est difficile. Là, depuis qu'ils ont augmenté leur taux d'intérêt en plus, qui a un peu brisé le carry trade que beaucoup de gens faisaient, j'allais dire les Américains, mais pas juste les Américains. Là. Alors ça, c'est sûr que côté économique aussi, pour le Japon, ça va pas être facile. Alors, à suivre, hein, ça va être un deuxième trimestre assez intéressant à suivre dans les marchés en général. Hein. Souvent, les gens disent « Ah, la crypto descend, la crypto descend, la crypto descend. » Le marché global, il n'est pas incroyable. Là. Même Gold, hein, qui a eu une surextension, les gens ils étaient en train d'aller fou à faire des lignes dehors en janvier, en décembre pour acheter de l'or avec des primes à plus 10, plus 15, plus 20% que le prix du marché. C'est complètement débile. Et naturellement, comme n'importe quoi, même l'or ou même l'argent, quand les gens deviennent euphoriques et que les prix sont beaucoup trop hauts, c'est là qu'on a des corrections importantes. Et le gold, on a fait une super belle correction. Il y avait ces niveaux de liquidité à 4000 et quelques qu'on avait identifiés. C'est exactement revenu le chercher. Encore une fois, il n'y a pas une boule de cristal. C'est pas parce que vous voyez ça que j'ai une boule de cristal. Là, ça a juste à donner que c'est venu parfaitement chercher le niveau avant d'avoir une petite réaction à la hausse. Et même à ça, on voit que c'est difficile présentement de reprendre du momentum parce que vraiment, décembre et janvier, ça a été la folie là. Les gens étaient euphoriques, ils étaient beaucoup trop émotionnels, puis ils étaient en train de payer beaucoup trop cher. Ça, il faut vraiment le garder en tête. La première gestion du risque, c'est le prix. Quand tu payes trop cher, quand tu payes un mauvais prix, on s'en fout que c'est un bon actif. Il n'y a pas de bon actif quand tu payes trop cher. Et c'est vraiment ce qui est arrivé en janvier, en décembre 2025 et janvier 2026 avec l'or. Et avec l'argent aussi. Mais l'argent, il reste un peu plus pertinent sur certaines choses, mais bien sûr, les deux sont extrêmement corrélés. Donc voilà, autant les métaux précieux que les gros indices, que la crypto, tout a corrigé. Il n'y a pas... c'est pas juste Bitcoin a corrigé puis ça va mal. Non, tout a corrigé. Le marché global a corrigé puis le marché globalement était à des prix trop élevés. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour les 3 prochains mois. On va voir comment se déroule le deuxième trimestre de l'année 2026. Alors j'espère que cette petite vidéo, cet épisode va vous aider, vous guider pour vous positionner, être patient, être discipliné, ne pas être émotionnel. Et on se voit sur un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un like, des commentaires. On se voit sur un prochain épisode.